La Collectivité européenne d'Alsace a organisé une journée interprofessionnelle réunissant des participants de bibliothèques et d'écoles de musique pour échanger autour de la question « Comment faire vivre la musique autrement en bibliothèque ?» jeudi 30 octobre 2025 aux Bains musicaux de Sélestat. Le sociologue Olivier Zerbib, dans sa conférence introductive, a présenté les résultats de son enquête sur la place de la musique dans les bibliothèques publiques et des pistes et clés pour musiquer en bibliothèque. Olivier Zerbib, c'est à vous. Alors j'ai fait cette enquête avec mon collègue Pierre Lequéot, qui est sociologue également, sociologue de la culture, sociologue de l'art, et je travaille sur les bibliothèques depuis, je pense, les années 2000. Mes premiers travaux portaient sur l'informatisation des bibliothèques, et à l'ouverture de la BNF, ça ne me rajeunit pas. Et là, c'était intéressant de revenir. Alors, j'ai fait d'autres travaux sur le livre numérique, le développement du prêt de livre numérique, etc. Et là, c'était intéressant d'arriver dans un contexte plutôt de désinnovation, entre guillemets, où le numérique impacte différemment les bibliothèques. Mais si je vous dis ça, c'est parce que dans les années 2000, on nous avait commandité une étude, déjà la BPI et le ministère de la Culture, avec l'idée que les bibliothèques allaient être impactées négativement peut-être par le numérique. Et il y avait beaucoup de discours un peu catastrophiques sur l'informatique et les bibliothèques. Et en fait, la conclusion de l'étude, c'était que les nouvelles technologies étaient mises à l'épreuve au sein des bibliothèques et pas l'inverse. Donc il y avait déjà un mouvement de transformation de ces technologies numériques-là. Voilà. Plutôt que de signer les bibliothèques à l'épreuve du numérique, je crois qu'on avait fait l'inverse. Bon. Et là, on est dans un contexte un peu différent sur lequel je vais revenir. Alors, je vais vous faire une petite introduction et après on va revenir un peu sur le contexte de crise et de tension dans lequel cette enquête a été commanditée et conçue. Enfin voilà, la transformation que vous avez connue et que vous connaissez autour de la musique en bibliothèque, et puis la façon dont les bibliothèques publiques en France ont réagi en fait avec une diversité d'actions et d'expérimentations. Et on reviendra un petit peu sur peut-être ce qui vous intéressera, des pistes qui sont ouvertes, mais qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent des collègues qu'on a interrogés autour de cette enquête. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cette enquête et c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on vient nous chercher en tant que sociologue. D'abord parce qu'effectivement, il y a un déclin du CD et l'essor du streaming, alors dans les pratiques des usagers de bibliothèques, mais aussi dans les fonds. Effectivement, vous avez connu ça. Alors, déclin contrasté quand même sur les établissements. Ce n'est pas un effondrement absolu. Il y a des endroits où ça marche, et ça marchait même mieux qu'à d'autres moments. Donc c'est quand même des signaux préoccupants, mais ce n'est pas un effondrement non plus massif, quoi. On y reviendra. Et puis, dans un contexte plus général de redéfinition du rôle des médiathèques, j'y reviendrai, dans leur environnement. À quoi finalement vous servez. Et c'est intéressant aussi en tant que sociologue de se rendre compte que c'est plus aussi évident qu'avant. On connaît dans l'histoire française un effort très conséquent pour faire lire et faire en sorte que les Français se cultivent. Moi, je viens de Grenoble où il y a un grand établissement, une grande bibliothèque Chavant, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un truc monumental des années 50. Je crois qu'il y a eu un moment, ça ne faisait pas question. Ça n'est pas tellement question aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de bibliothèques et plus qu'avant. Elles maillent quand même le territoire, il y a des investissements, mais il y a un rôle qui paraît moins évident qu'avant. Et j'y reviendrai aussi. Et puis, donc voilà, la question, c'est comment est-ce que les bibliothèques peuvent continuer à faire de la musique, à faire écouter de la musique dans un moment où on est une ère du flux et moins une ère des supports et du stock. Alors, le fil rouge de notre enquête, finalement, c'est comment musiquer. Je reviendrai sur cette expression. On a voulu le mettre dans le titre, mais c'est pas passé. Musiquer, c'est-à-dire faire en sorte que les usagers partagent une expérience, avec l'idée que quand même la musique, c'est particulier. Il ne se passe pas la même chose quand on écoute de la musique et quand on lit, ou quand on se livre à d'autres pratiques culturelles, y compris d'ailleurs le cinéma sur lequel je travaille pas mal aussi. C'est quand même une expérience assez singulière dont il faut tirer un peu les conséquences. Voilà. Alors je vous renvoie aux travaux de Christopher Small avec Pierre, avec qui on a fait cette enquête, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je passe rapidement sur les coulisses, mais bon, l'idée quand même c'était de
d'identifier des pistes de réflexion et d'action pour la suite. Voilà. Alors, on est sociologue, et c'est vrai que les sociologues, ils aiment bien regarder depuis le haut. Alors, vous connaissez sans doute un sociologue qui est Bourdieu, voilà, avec la question de la stratégie un peu du dévoilement. On n'est pas ces sociologues-là, nous, on est plutôt des sociologues qui construisons avec nos enquêtés, et on estime qu'on a plutôt à apprendre que de dévoiler globalement, mais quand même, vous avez des positions qui ne sont pas les mêmes selon le type d'équipement dans lequel vous êtes, selon les territoires. C'est pas mal de mutualiser un peu tout ça et de regarder un peu des positionnements différents. Et donc l'idée, c'était de revenir aussi plus globalement sur la façon dont les médiathèques se positionnent par rapport à leur territoire et par rapport à leurs usagers de manière globale avant de cibler sur la musique. Et on va voir que c'est pas neutre d'avoir pris un positionnement comme ça. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord, avec vos réseaux de bibliothécaires, l'ABF, l'ACIM, voilà, le réseau des bibliothécaires municipaux, le réseau des bibliothécaires municipaux au niveau départemental, dont j'ai oublié le nom, mais bon, voilà, on a identifié 6 médiathèques. Alors, 6 médiathèques qui étaient pilotes sur certaines actions, enfin, qui étaient réputées pour avoir essayé des choses, et puis 6 médiathèques qui présentaient des caractéristiques différentes en termes de taille, en termes de type de public et en termes de territoire aussi. Voilà. Donc le choix a été guidé par une forme de diversité aussi. Voilà. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais on nous a parlé de Guebwiller, on a parlé de bibliothèque y compris ici, et puis après on a choisi en fonction des lieux. Et je me souviens qu'on avait écarté Guebwiller parce que c'était intéressant en termes de médiathèque, mais en termes de territoire, ça se recoupait par rapport à d'autres enquêtes. Voilà. Ça aurait été pratique pour moi parce que mes parents habitent pas loin, mais c'est pas passé. J'ai beaucoup insisté, mais... et après, on a fait une enquête quantitative auprès des usagers. Alors là, c'était plutôt un petit sondage. Et on a demandé aux bibliothèques qui avaient répondu à la première phase d'essayer de contacter des usagers pour essayer de comprendre un peu quelles étaient leurs pratiques en bibliothèque et à domicile autour de la musique. Alors, 6 bibliothèques typiques. Alors, Lyon, qui est une grande métropole, une grande bibliothèque de métropole. Château-Giron, en Bretagne, qui est sur un territoire rural, périurbain. Gradignan, qui est dans la banlieue de Bordeaux, qui est très en pointe aussi sur un certain nombre d'actions musicales. Dole, qui est un territoire que vous connaissez, qui n'est pas très loin d'ici aussi, qui est pilote sur un certain nombre d'expérimentations en matière musicale, mais qui était sur un territoire de grande ville dans un contexte rural qui était intéressant pour nous. La bibliothèque départementale de l'Eure. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Eure, mais c'est la diagonale du vide. Ça présente quand même un intérêt particulier. Et Montreuil, qui est banlieue parisienne, banlieue populaire, avec des dynamiques urbaines qui étaient intéressantes. Voilà. Donc, on a choisi ces 6 lieux-là. On a rencontré 31 de vos collègues, soit dans les bibliothèques, soit dans les conservatoires ou écoles de musique qui étaient associés. Des responsables, des directeurs, des gens qui étaient vraiment en charge de la musique aussi. Et puis, on a visité les sites. On y est retourné plusieurs fois pour essayer de comprendre quels étaient les dispositifs, comment c'était fait. Voilà. On a fait nos sociologues avec de l'observation aussi pour essayer de qualifier un peu différemment la façon qu'avaient vos collègues de répondre à ces évolutions musicales. Alors, je passe rapidement, mais 8000 établissements français et 90 bibliothèques départementales de près, ça c'était le cadre de la population de départ. Et on a 1049 répondants, c'est-à-dire un taux de réponse de 13%, c'est pas si mal, parce que généralement, quand on fait une enquête en ligne avec un questionnaire avec une réponse, on est aux environs de 2-3%, donc ça a bien marché. Et alors qu'on ne vous a pas forcé. Enfin, je veux dire, c'est pas le ministère qui vous a dit qu'il faut absolument répondre, donc ça signale quand même un intérêt qui était net. Et on avait dans cette population d'établissements qu'on a définie avec le ministère et à la suite des enquêtes auxquelles vous répondez régulièrement, on avait quand même ciblé a priori des équipements qui avaient des fonds musicaux ou qui étaient censés avoir des actions musicales. Et finalement, on n'avait que quand même 77% d'entre eux qui déclaraient avoir une activité dans le domaine de la musique. Voilà. Donc on a quand même eu des répondants alors qu'il n'y avait pas, à ce moment-là en tout cas, il n'y avait pas d'action musicale. Alors on va se concentrer plutôt sur ces quasiment 700 établissements. Alors, on les a pondérés, c'est-à-dire qu'on a corrigé la structure de l'échantillon par rapport à la population générale. Voilà, donc on a notamment essayé
de remettre quelque chose qui soit comparable sur la taille des villes, parce qu'on verra que c'est un critère qui est important. Et après, on a fait une enquête auprès des usagers, donc on a à peu près autant de répondants usagers que de professionnels. On les a contactés par le biais de répondants de l'enquête bibliothécaire, en leur demandant de diffuser le questionnaire. Bon, ça n'a pas si mal marché. Comme vous le savez peut-être aussi, vous répondez à des enquêtes ministérielles sur vos usagers, mais on ne connaît pas la population des usagers en bibliothèque au niveau national. Vous le savez peut-être parce que vos critères, vos systèmes d'information ne sont jamais tout à fait les mêmes. Et donc c'est compliqué de savoir concrètement qui vient en bibliothèque en termes de genre, d'âge, etc. Il y a quand même une enquête qui avait été faite et on a corrigé notre échantillon par rapport à une enquête qui avait été faite en 2016. Alors, on a des biais dans notre échantillon. On avait trop de femmes, c'est classique, les femmes répondent plus que les hommes, et on n'avait pas assez de jeunes. C'est classique, les jeunes ne répondent jamais assez, et singulièrement en bibliothèque, ça dit aussi quelque chose de la capacité qu'ont les bibliothèques à capter les jeunes. Donc on a corrigé notre échantillon pour qu'il soit moins défavorable aux hommes et aux jeunes, on va dire ça comme ça. Mais toute proportion étant égale par ailleurs, on a du coup des données qui disent quelque chose de global. Voilà. Et on n'est pas trop mal en termes d'échantillon quand même. Alors, je vais revenir sur ce contexte de crise et de tension qui ont conduit les réseaux de bibliothécaires musicaux à se questionner sur la place de la musique en bibliothèque et la façon du coup dont la BPI et le ministère ont répondu à ces interrogations en commanditant une enquête à notre laboratoire. Alors, le premier, il y a deux éléments de crise. La crise du disque, donc le fait que le disque les ventes de disques se soient effondrées, je ne sais pas si vous voyez bien, depuis les années 2000, au profit d'une écoute qui est en flux, et en même temps, le fait que les Français écoutent de plus en plus de musique. Voilà. À partir de 2007, on a un effondrement des ventes et le streaming qui commence à décoller, et près de 6 Français sur 10 qui déclarent écouter de la musique chaque jour, alors que c'était 9% en 1973. Et ça, c'est intéressant, parce qu'au moment où les bibliothèques ont commencé à s'intéresser à la musique, dans les années 70, cette transformation de bibliothèque en médiathèque, il y avait le sentiment qu'effectivement, les Français n'écoutaient pas assez de musique, trop peu de musique, ou pas de la bonne musique. C'est comme ça. Et continuellement, les Français se sont mis à écouter de plus en plus de musique sur tout un tas de supports différents, la radio, le vinyle, les cassettes, et puis le CD, et ça a très bien marché. Ça a très bien marché, j'y reviendrai aussi un peu tout à l'heure en bibliothèque. Comme vous le savez, le prêt de disques et le prêt de CD a cartonné, et ça a permis de faire venir des publics différents, notamment singulièrement plus jeunes, même si ce n'était pas sans poser problème de temps en temps. Quand on parle avec les responsables musicaux de la BPI, ils nous disent à quel point certains de leurs collègues les détestaient un peu, parce que ça faisait quand même venir un public qui n'était pas forcément celui qu'on voulait quand même en bibliothèque, qui ne se comportait pas correctement, bon bref. Mais ça a très bien marché. Et ça a tellement bien marché globalement qu'à un moment, quand vous avez énormément de Français qui déclarent écouter de la musique tous les jours, est-ce que ça vaut encore le coup de continuer à investir dans une offre alors que le jeu est plié? C'est vrai pour le livre aussi, c'est vrai pour la lecture, hein. C'est pour ça qu'il y a une forme de crise un peu de à quoi on sert, avec quand même la conviction, on y reviendra, qu'on peut toujours mieux faire et que les Français pourraient mieux lire ou mieux écouter de la musique quand même. Voilà, donc nous, dans notre échantillon, là, 72% des usagers déclarent écouter de la musique essentiellement au format numérique, donc il y a une transformation aussi qui s'est faite dans les pratiques, évidemment. Alors, les sociologues parlent du passage de la discomorphose à la numérimorphose, c'est-à-dire une écoute de la musique qui a longtemps été structurée par le support du disque, et ça paraît évident, mais finalement ça ne l'est pas, le fait qu'on écoute de la musique avec des morceaux qui durent 3-4 minutes et que ça fasse 45 minutes à la fin, sur un CD ou sur un disque vinyle, ça a pris du temps pour se former comme ça. Et là, on passe à des écoutes numériques qui sont sur des supports diversifiés, mais qui globalement échappent progressivement à cette notion de disque, en fait. Alors,
les sociologues ont travaillé sur, voilà, est-ce que les écoutes sont complètement différentes? Est-ce qu'il y a une forme plus communautaire d'écoute? Ou est-ce qu'au contraire c'est plus individuel? Qu'est-ce qui se passe en ligne et hors ligne? Alors là, je vous ai mis un petit graphique qui vous confirme le fait que du côté des bibliothécaires, on a bien perçu que, j'y reviendrai, la musique passait de plus en plus au format numérique. Et du côté de nos usagers aussi, on a des usagers qui ont, dans les 5 dernières années, se sont mis à écouter de la musique en streaming et ont diminué leurs achats de CD au profit d'autres formes d'écoute numérique. Alors, ce qui est revenu souvent dans l'enquête du côté des bibliothécaires, ce qui a marqué vraiment un coup d'arrêt, ce qui a enfoncé le clou du cercueil du CD, entre guillemets, c'est le fait que dans les voitures, on ne trouve plus de lecteurs de CD. Alors là, ça a été noté vraiment là, alors que ça marchait encore bien, le fait de prêter du CD pour les gens qui faisaient pas mal de voyages en voiture, et on comprend bien ça en banlieue ou dans des villes où il faut prendre, comme Dole, beaucoup sa voiture, là, la fin du CD en voiture, ça marque un pas. Alors, d'abord, le constat que font les sociologues, c'est que les plateformes numériques, elles n'uniformisent pas les goûts. Alors c'est vrai qu'il y a toujours la question, quand on a du numérique, des grosses plateformes, des gros acteurs qui vont donner des contenus au format numérique, c'est la peur de la massification, du fait qu'on n'écoute plus que les hits, en fait, et on perd de la diversité en termes d'écoute. Ça n'est pas le cas, et on retrouve ça dans le cadre de notre enquête. Ceux qui écoutent le moins de genres musicaux différents sont les plus jeunes. Et quand on vieillit, on élargit le spectre de ses écoutes musicales. J'y reviendrai un petit peu. C'est un rôle des sociabilités. Mais il y a quand même un éclectisme musical qui perdure. Et il y a tout de même des inégalités très fortes. Alors selon l'âge, vous le voyez, selon la catégorie sociale, selon le niveau de diplôme ou des trajectoires sociales, en fait, plus on est doté symboliquement, plus on appartient aux catégories supérieures, et plus on a un éclectisme musical varié. Donc la plateformisation, ça ne prête qu'aux riches, on va dire ça comme ça, et des choses que vous connaissez déjà intuitivement, c'est que plus vous êtes d'origine populaire, et plus vous êtes jeune, et plus il y a des chances que vos curiosités musicales soient restreintes. Voilà. Ça, ces inégalités, elles perdurent. Alors, elles ne sont pas neuves, parce que je vous rappelle qu'au moment où les bibliothécaires musicaux se sont dit « il faut mettre de la musique en bibliothèque », ils l'ont dit avant tout pour faire écouter de la musique aux ouvriers et aux jeunes ouvriers. Ce truc-là, on le retrouve dès les débuts, dans les années 20, 30, 40, 50. Ce besoin continue d'exister, puisqu'en tout cas, ces inégalités perdurent. Voilà. Alors, il y a moins d'ouvriers, mais il y a d'autres classes populaires, et effectivement, elles écoutent moins de musique, moins longtemps, et avec des registres moins diversifiés. Ce qui est intéressant, c'est que même en régime numérique, il n'y a pas de passivité, il y a bien, en matière d'écoute musicale, un rôle très très fort des sociabilités. En fait, on écoute de la musique parce qu'on a beaucoup de contacts avec des camarades, hommes ou femmes, différemment selon qu'on est un homme ou une femme, mais c'est bien ces amitiés, en fait, qui stimulent le fait d'écouter ou pas de la musique, et une musique diversifiée. Et votre cercle d'amis conditionne beaucoup le type d'écoute que vous ferez, y compris sur les plateformes. Ça ne fonctionne pas tout seul, les médias. Bon, c'est pas un scoop pour les sociologues. On sait qu'il n'y a pas d'impact médiatique direct, ça se fait toujours en fonction de gens qui vous influencent. Mais c'est toujours vrai en matière algorithmique. Donc, il n'y a pas d'effet directement des réseaux sociaux avec des gens qui seraient très très éloignés. Celui ou celle qui vous influence le plus, c'est votre meilleur ami quand vous êtes une femme. Voilà. Les lycéennes et les collégiennes sont très, très influencées par leur meilleur ami. Je vous renvoie aux travaux de Dominique Pasquier déjà sur les séries télé, c'est la même chose en matière musicale. Ou pour les hommes, c'est plutôt la bande de potes, au sens plus élargi, qui vont orienter l'écoute musicale. Donc il y a des recommandations musicales qui interviennent, mais ça dépend beaucoup des dispositions sociales des publics. Et donc là encore, ça ne fait pas table rase des inégalités culturelles
et de la façon dont se jouent les pratiques culturelles en général. Alors, on va dire les choses de manière un peu caricaturale aussi, mais si vous êtes un jeune de milieu supérieur, il y a des chances que vous ajoutiez les recommandations de votre cercle d'amis, les recommandations de votre meilleur ami, et puis les recommandations de vos parents, et que vous fassiez éventuellement de vos enseignants, des gens de vos écoles de musique, etc., et que vous rajoutiez du coup tout ça, et que ça ouvre l'horizon très fort. Et puis pour des catégories plus populaires, eh ben, ça va être plus restreint à une forme de recommandation, et qui est rarement celle des parents, et qui est rarement celle de l'école, ou des gens qui sont en situation d'autorité, on va dire, morale ou culturelle. Et ça, donc c'est plus restreint, en tout cas pendant un temps, sur les cercles d'amis. Donc, ce qu'il faut juste retenir de ça, c'est que dans ce contexte-là, les plateformes ne vont pas mettre table rase de ce qu'on connaît déjà, alors qu'on analyse différemment si on est Bourdieu ou Becker. Bon, il y a des façons différentes en sociologie de le dire. Il n'y a pas de déterminisme absolu. C'est pas non plus parce que vous êtes d'origine populaire que vous allez faire ça, ou d'origine supérieure que vous allez faire ça, mais la probabilité que vous ayez des goûts éclectiques est plus forte dans les milieux supérieurs que dans les milieux populaires, je le redis, mais ce n'est pas non plus automatique. Voilà. Alors, les partages en ligne, là aussi, ils méritent d'être relativisés. C'est pas parce qu'on est jeune et connecté que forcément on va énormément partager. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Et donc, le fait d'écouter, il y a aussi tout un tas de discours sur les jeunes avec les réseaux sociaux qui partageraient énormément de contenus musicaux ou énormément de contenus culturels et qui du coup s'influenceraient les uns les autres. C'est pas non plus majeur. C'est pas là que ça se passe, encore une fois, ça se passe vraiment dans les lieux de sociabilité, l'école, le collège, la chambre avec ses amis, etc. Alors, ces sociabilités, elles tendent à décroître avec l'âge. Et ça souligne l'importance de médiations plus classiques. Alors, on va dire les choses aussi encore de manière un peu claire, peut-être un peu caricaturale. Ceux qui décrochent le plus en termes de sociabilité musicale ne sont pas forcément les jeunes, et c'est pas pour eux qu'il faudrait toujours s'inquiéter, c'est plutôt pour les gens comme moi, qui ont 50 et quelques années. Avoir des pratiques culturelles, avoir des sociabilités, etc., ça marche. Puis à un moment, soit on divorce, soit on n'écoute plus sa femme et on arrête de sortir. Et donc les femmes c'est un effet assez classique aussi en sociologie, sociologie des sociabilités, elles sont des bonnes médiatrices pour des gens qui ont tendance à s'abstraire de la culture. Et c'est intéressant, là aussi, de mesurer ça dans les rencontres qu'on a faites. C'est vrai pour la musique, mais c'est vrai aussi pour tout un tas de pratiques. On s'inquiète beaucoup de certaines catégories, donc les jeunes, les classes populaires, c'est vrai, mais ceux qui sont en déclin un peu culturel sont plutôt des hommes qui vieillissent et qui arrêtent de lire, qui arrêtent d'aller au cinéma, et qui arrêtent d'écouter de la musique de manière autonome. Pour les femmes sont des bibliothécaires, c'est peut-être encore pire. Ouais, donc voilà. En plus, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a aussi, à contrario, des figures expertes en matière musicale qui sont plutôt des hommes âgés et qui crédibilisent plutôt le fait que ça va pour eux. Mais c'est une petite élite qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt de tous ces hommes qui ont arrêté d'écouter de la musique ou qui ont arrêté de renouveler leurs goûts musicaux et qui ont un avis très tranché sur Nakamura, c'est nul, ça c'est pas de la musique, etc., etc. Vous en connaissez tous. Si vous en connaissez tous, c'est bien parce qu'il y a une raison, c'est que c'est vrai socialement, et on le retrouve à la fois dans notre enquête, vous verrez, et dans plein d'enquêtes qui sont faites en matière culturelle et musicale. Mais voilà, les gens qui écoutent de la musique sur les conseils d'un proche, ça diminue avec l'âge, ça diminue avec les sociabilités, bien sûr. Et puis, ça diminue aussi parce qu'au bout d'un moment, on ne fait plus tellement confiance à son entourage et on se limite à ses choix. Voilà, vous voyez donc l'importance des réseaux sociaux, mais ce qu'il faut garder aussi, c'est que donc, pour les plus jeunes, les jeunes sont peut-être ceux qui écoutent le plus la musique via les réseaux sociaux, mais aussi grâce à leur entourage amical et familial. Donc, voilà.
Alors, ces changements, ils sont perçus par votre profession et ça met en tension un certain nombre d'actions, notamment le prêt de CD, ou le sentiment que les plateformes interviennent sur la diversité des écoutes musicales, interviennent différemment et diversement. Donc, vous verrez ça dans l'ouvrage, mais quand on demande aux bibliothécaires ce qui impacte le plus le secteur de la musique, c'est l'apparition des plateformes, les changements technologiques, la variation des collections, etc. Alors, c'est important pour la période actuelle, mais c'est quelque chose qui est revenu assez souvent aussi dans votre histoire. Hein. Donc, le CD, l'introduction du CD par rapport au vinyle a réinterrogé les formes du prêt, et puis les cassettes, et puis voilà. Et en fait, dès le départ, j'y reviendrai à la fin aussi, cette question n'a pas été très claire des supports. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Est-ce qu'on prête ou pas? Sur quel support? Est-ce que ça va être correctement? Est-ce qu'on peut le faire bien ou pas? Bon, ça a réactivé en tout cas des interrogations professionnelles et quand même une profession qui est, alors ça c'est assez classique aussi, mais qui est assez en prise avec ces transformations. Ça vous paraît évident, mais ça ne l'est pas toujours. C'est parce que vous lisez des choses, et notamment des sociologues, alors qu'il y a d'autres professions qui percevraient pas les changements ou qui se diraient c'est pas un problème, tout va bien, Madame la Marquise, ça va continuer à aller. Là, non, il y a eu la perception d'une série de transformations. Alors, c'est d'autant plus vrai que ces évolutions de la musique et du contexte global d'offres musicales, c'est venu percuter un certain nombre de changements qui étaient significatifs aussi à l'échelle territoriale. Donc il y a eu des transformations dans le paysage global de l'écoute de la musique, renforcées par le fait que vos établissements sont percutés par des transformations à l'échelle territoriale. D'abord sur le fait que le numérique et la plateformisation, ça a un effet sur le territoire et l'économie. Et donc ça va impacter les établissements culturels tels que les vôtres parce qu'il y a un déclin industriel, il y a le numérique qui va transformer certains emplois et pas d'autres. Il y a une évolution des métiers vers le tertiaire. Donc, pour dire les choses clairement, il y a moins d'ouvriers. Et donc, là où avant, on visait les ouvriers, et c'était peut-être plus facile parce qu'on pouvait s'appuyer sur un certain nombre de relais, là, il n'y a plus d'ouvriers, ou il y a un tissu économique qui est impacté, qui se recompose, et qui est en partie lié à ces transformations du numérique. Déclin de la classe ouvrière, une classe moyenne qui est un peu plus fragile, l'essor selon les territoires de ce qu'on appelle les classes créatives, donc des gens qui sont plus diplômés, plus mobiles, etc. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Richard Florida, mais des publics qu'on cherchera à faire venir dans les métropoles parce qu'ils sont plus cultivés et pour lesquels on se dit qu'il faut absolument des équipements culturels, sinon ils ne viendront pas. S'il n'y a pas une offre culturelle à Lyon, s'il n'y a pas une offre culturelle à Strasbourg, il y a tout un tas de publics qui ne voudront pas s'installer. Or, ils sont importants pour l'économie parce que c'est des gens créatifs. Voilà. Et en même temps, j'utilise beaucoup en même temps, c'est pas bon. Pourtant. Et dans le même mouvement, des phénomènes de métropolisation ou de périurbanisation qui jouent aussi. Donc les territoires changent. Il y a l'essor de métropoles régionales qui sont en plus, et vous le connaissez, liés au fait qu'on va recomposer la façon qu'ont les collectivités de fonctionner, on va mettre les bibliothèques en réseau parce qu'on va mettre les municipalités dans des plus grandes métropoles, et donc tous ces mouvements-là impactent aussi la façon qu'ont les bibliothécaires d'agir. Et ça joue enfin, et c'est le dernier élément de crise, sur la crise de légitimité des médiateurs culturels, sur laquelle je vais revenir un peu. Bon, d'abord, c'est beaucoup plus difficile d'être bibliothécaire et d'être prescripteur que dans les années 50, 60, 70. Il y a eu des phénomènes majeurs, mais le développement de la formation et de l'enseignement supérieur, il y a de plus en plus de la population française qui accède à des études supérieures, donc il y a une plus grosse classe moyenne et des classes supérieures, plus de cadres que d'ouvriers, et donc quand on est bibliothécaire, c'est plus compliqué de se dire je peux prescrire à des gens qui sont soit comme moi, soit plus diplômés que moi. C'est quand même
pas facile, d'autant plus que vos professions aussi se sont moyennisées, on va dire ça comme ça. On a une féminisation de la profession de bibliothécaire. On est, alors, bon, je vais employer plein de caricatures et de raccourcis, mais vous êtes moins conservateur, conservatrice, et beaucoup plus du côté de l'animation culturelle et avec des trajectoires de formation qui sont moins légitimes qu'avant. Voilà. Et donc ça se voit dans les établissements, et c'est très bien parce que c'est ce qui a accompagné la transformation des bibliothèques, temples de l'écrit, à des médiathèques. Mais du coup, ça, en termes de position sociale, ça rend moins facile le fait de dire « moi je sais, je suis le sachant, la sachante, et vous ne savez pas, je vais vous expliquer ce qu'il faut lire, ce qu'il faut écouter ». Voilà. Donc cette légitimité-là, elle s'est un peu défaite. Et il y a plutôt des formes d'investissement du côté de l'animation et de la médiation culturelle. Et avec des formes qui sont plus de l'ordre de la recommandation que de la prescription. Voilà. Même si on a toujours la conviction que nos usagers en bibliothèque n'écoutent pas ou ne lisent pas tout à fait ce qu'il faudrait faire. Voilà. Donc on peut... Ça devrait être meilleur, ça devrait être plus diversifié, etc. Mais c'est moins facile de prescrire. Voilà. Alors je dis ça parce que moi je forme des bibliothécaires aussi, et je leur dis vous ne serez pas, voilà, vous n'êtes pas l'école des chartes, donc il ne faut pas arriver à votre savoir de sachant, il va falloir être un peu plus subtil. Oui. Moi je voulais juste dire que je suis contente de vous l'entendre dire, parce que c'est vraiment un sentiment profond qu'on ressent, Ouais. enfin, au sein de ma bibliothèque, avec certaines personnes, mais effectivement c'est qu'un ressenti, mais là franchement, là vous mettez vraiment des mots, Ouais. C'est vraiment... je suis contente de l'entendre. Ouais. Ok. Alors moi je ne l'invente pas, c'est parce que vous me l'avez dit. C'est pas des choses qu'on a imaginées et seulement ressenties. Ouais. Donc ça se qualifie en fait. Alors ça se voit sur la structure d'emploi en bibliothèque, ouais. Et puis ça se voit aussi, alors il y a une chose qui n'a pas bougé, mais c'est une petite parenthèse que je vous invite quand même à réviser aussi, c'est le mode de sélection et d'entrée dans le métier, où ça reste quand même très légitime, avec une dissertation et tout ça, c'est très bizarre. Alors que la structure et ce qu'on vous demande n'est pas tout à fait du même ordre. C'est un peu comme dans la sélection des enseignants et tout ça, c'est un truc, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce qui motive votre entrée dans le métier. Mais bon, c'est une autre question. Alors, face à ces éléments de crise, il y a ce qu'on a appelé une stratégie 360 degrés, c'est-à-dire une façon de répondre à la crise en diversifiant très très fort les actions. Alors on a pris ce terme stratégie 360 degrés qui est très marketing. C'est pas du tout votre univers de référence, mais parce que c'est la stratégie assumée par l'industrie musicale face à la crise, en fait. La crise du disque. Les industries musicales, quand elles ont vu leur vente de supports physiques s'effondrer, elles ont investi dans tout un tas de formes de la présence musicale, et typiquement, elles ont réinvesti dans le concert et dans une façon de valoriser la musique avec des droits qui vont être en matière de cinéma, en matière de séries télévisées, etc., en matière de jeux vidéo. Elles ont fait feu de tout bois pour sortir du support exclusif du CD. Et c'est intéressant de constater que 10 à 15 ans plus tard, en bibliothèque, la stratégie est identique. Ce n'est pas le même terme, ça n'a pas été pensé en termes marketing, mais finalement, les réponses ont été d'investir plus d'actions différentes. Alors, les changements qui ont poussé à agir, c'est au départ pas forcément une stratégie marketing. C'était de se dire, on veut rendre des collections plus accessibles, on veut accueillir un public plus large dans les événements, on veut permettre de faire découvrir des pratiques numériques, où on veut améliorer la qualité des événements. En fait, il y a eu plein d'actions qui sont rentrées du côté du service. Pas du côté de l'offre au sens strict, mais comment rendre un meilleur service. Et ça a été d'autant plus facile que ça a été, encore une fois, c'est intervenu dans un contexte de transformation à l'échelle territoriale. Donc il y a eu des mises en réseau de bibliothèques, d'équipements, il y a eu des financements de travaux, à un certain moment, parce qu'il fallait favoriser l'accessibilité. Donc tout ça s'est percuté, ça a été l'occasion de réfléchir à
la manière de se transformer en interne. Vous avez connu ça dans vos établissements sans doute, le fait de devoir faire un projet de territoire, de devoir faire un projet d'établissement à nouveau, projet de service, bon, ça a plein de noms différents, mais finalement, les établissements qui ont proposé le plus de choses différentes en matière musicale sont eux aussi ceux qui ont dû refaire un projet de service, des projets de service et des projets de territoire pour mieux répondre aux transformations du territoire. J'y reviendrai après. Alors, voilà, on vous l'a dit, je vous l'ai dit, l'industrie musicale a réagi et les bibliothèques ont fait la même chose. Et voilà, c'est un peu tout dans le questionnaire, les actions qu'on a listées, le prêt de CD, le prêt de livre audio, le prêt de livre sur la musique, les concerts, le fait d'organiser des expériences sonores en bibliothèque, proposer ou pas une plateforme numérique, proposer des moyens d'écouter de la musique sur place, le prêt de vinyle, le fait de créer une plateforme où on va valoriser les artistes locaux, le fait de prêter soit du matériel d'écoute, soit carrément des instruments, de la partition. Bon, il y a eu plein de réponses différentes, certaines qui étaient déjà présentes dès le départ, mais qui, dès le départ, dans certaines discothèques musicales, mais qui étaient peu investies, qui ont été réinvesties. Et en fait, on a listé 4 grandes manières de répondre en bibliothèque. Alors, il y a, vous ne le voyez pas bien là, mais le service commun. Donc, le fait de prêter du CD, de prêter de la partition, de prêter du livre audio, donc des formes assez classiques de prêt. D'autres, je pense que je l'ai mis là. L'étape d'après, c'est de l'écoute partagée, le fait d'organiser des concerts ou d'autres types de moments d'écoute. Alors, vous connaissez ça, les siestes musicales, des balades sonores, donc le fait de travailler sur l'écoute. L'étape encore d'après, à chaque fois ça se cumule, c'est des établissements qui vont mettre à disposition des dispositifs d'écoute, qui vont permettre une écoute sur place ou chez soi, et puis l'accès à une plateforme d'écoute musicale. Ça, c'est le 3e étage de la fusée. Puis le 4e, c'est ceux qui investissent dans l'initiation à la pratique, en prêtant des partitions, en prêtant des instruments et en faisant des sessions d'initiation musicale. Donc, bon, vous voyez le pourcentage de notre échantillon, mais on a 1/3 des bibliothèques qui ont répondu à l'enquête qui vont jusqu'à l'initiation musicale, et on a 17% qui en sont encore au service commun. Voilà, vraiment ce qu'on va appeler un peu le service minimum, on va dire ça comme ça. Le prêt de CD, de livres audio et de livres sur la musique. Alors maintenant, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on passe de cet état initial à le fait de proposer plein d'autres services. Alors, la réponse classique, vous allez me dire, c'est une question de moyens, c'est une question de taille. Plus on est gros, à Lyon, c'est évident qu'on va aller du côté de l'initiation à la pratique. Voilà. On va y revenir vite fait, mais c'est pas aussi simple que ça. Là, c'est la répartition du type de répertoire en fonction de la taille des villes. Et vous voyez que plus c'est foncé, plus on fait beaucoup d'actions. Et on se rend compte qu'il y a des petits établissements, assez nombreux finalement, qui vont investir très très fort la musique. Et qui vont quand même déployer beaucoup d'actions, alors ils ou elles sont peu nombreux pour le faire. Et ils ont a priori moins de moyens. Et c'est ça qui nous a intéressés. Qu'est-ce qui fait que, alors qu'on est dans un établissement modeste, c'est fortement investi. Alors, je vais couper court au suspense, mais l'idée, c'est que vous avez des établissements qui sont un peu les seuls établissements culturels du territoire. Et quand on a le sentiment qu'on porte le territoire et l'activité culturelle seule, il faut se donner les moyens de continuer à faire vivre la musique. Et ça, c'est partagé par les élus et par tous les acteurs du territoire, en se disant, en fait, ça repose sur cet établissement-là. Et dans certains territoires, la bibliothèque, ça reste à peu près le dernier établissement de service public, en fait, sur le territoire. Et donc, il y a une responsabilité qui est investie, en se disant, si nous, on ne le fait pas, personne ne va le faire. Paradoxalement, à Lyon, ou dans les grandes métropoles, bien sûr qu'il faut le faire, enfin... il y a des festivals partout, il y a des disquaires, il y a énormément il y a un écosystème qui est déjà très riche. Donc
le poids qui repose sur ces bibliothécaires musicaux est moins grand. Il y a beaucoup plus d'opportunités, mais finalement, ça apparaît moins central, pour dire les choses un peu comme ça. Donc ces petites bibliothèques-là, elles sont très intéressantes parce que c'est soit des médiathèques qui sont dans des quartiers implantés, dans une grande agglomération, ou des médiathèques de village. On a les deux. Quand on est dans une bibliothèque de quartier, on a le sentiment que là, il se passe des choses et qu'il faut vraiment y aller. Parce que la perspective, c'est de se dire, voilà, il y a plein de problèmes de cohésion sociale, il y a plein de problèmes de paupérisation de la population, et si nous, on ne fait rien, il n'y aura plus rien dans ce quartier populaire. Alors c'est vrai évidemment en banlieue parisienne, mais vous pouvez être à Dole, et puis Dole qui est une ville où le petit centre-ville est charmant, etc. Mais enfin, vous avez des banlieues aussi à Dole, et là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien parce qu'il n'y a plus d'emploi. Le numérique, il ne concerne pas Dole, la banlieue de Dole. C'est pas là, il n'y a pas des classes créatives dans ces coins-là. Et donc là, le sentiment des responsables de ces bibliothèques, c'est de se dire, mais les jeunes, là, si on ne fait rien pour eux, ça va être catastrophique. Ouais. J'ai juste une question. Par rapport à la disparition des MJC aussi, j'ai souvent posé la question. Alors, j'y reviendrai après. Ouais, non, mais vous avez raison. C'est lié aussi à la connaissance qu'ont les bibliothécaires de leur écosystème et avec qui on fait des alliances. Et sur qui repose cette action-là? Alors, Maison des Jeunes, éducation populaire qui est moins en vogue qu'avant, mais bon, il y a des effets paradoxaux. Je fais une petite parenthèse. On a étudié, avec des collègues, on a travaillé sur la sociologie de Grenoble, et c'est intéressant de voir que c'est une ville qui a été très très portée par les mouvements citoyens, les mouvements d'éducation populaire qui ont donné après les MJC. Et en un moment, il y a eu une lutte entre les institutions culturelles, dont les bibliothèques, et les médiateurs culturels. Et à un moment, ça s'est institutionnalisé très fort. Donc, construction d'une grosse bibliothèque de près. Et on a dit aux médiateurs culturels, écoutez, vous êtes bien gentils, mais là, maintenant, la culture, c'est une affaire de professionnels. Donc, c'est plus vous. Ils ont été relégués, je dis comme ça, mais dans les quartiers, avec des associations qui sont financées, et c'est un peu le cas des MJC, qui petit à petit ont été moins sur le projet initial de l'éducation populaire, c'est-à-dire former des citoyens, former un esprit critique par la pratique, et ça s'est limité à de la pratique. Voilà. Donc en gros, c'est je fais du cours de yoga et puis je vous donne des cours de danse, mais plus je tiens les deux, la pensée par la pratique et la pratique elle-même. Faute de moyens, avec le sentiment aussi que pour ces médiateurs culturels-là, ils étaient moins compétents que les professionnels, les bibliothécaires, les conservateurs, au sein du conservatoire, etc. Bon, chose qui s'est un peu que vous avez vous-même remis en question à partir des années 80, 90, 2000, avec les travaux des sociologues, Bourdieu, etc., qui ont montré que l'institutionnalisation c'était bien, mais ça restait très inégal, et qu'il y avait des moyens de faire vivre ces choses-là sur les quartiers notamment. Mais cette histoire qu'on vous raconte là, c'est aussi la façon dont votre profession s'est formée et a redéfini ses enjeux un peu différemment. Voilà. Donc là, ce qu'ont en commun quand même ces bibliothèques, ces petites bibliothèques investies, c'est de se reposer sur un réseau qui leur donne les moyens de leurs actions quand même. Donc elles sont en réseau très souvent, et puis elles s'appuient sur leur réseau de partenaires. Là, ce qui est important, et vous le lirez dans l'ouvrage, c'est souvent comme ça quand on innove, c'est une façon de redéfinir la situation aussi qui est différente. C'est-à-dire le fait de se poser la question, mais à quoi on sert finalement? Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce que ce qu'on fait, on le fait vraiment bien? Donc des équipes qui s'interrogent sur le sens de leurs actions. Ça vous paraît évident, mais ça n'est pas tant que ça, parce que très souvent, quand les choses sont routinisées, on prête du CD, on prête du livre, et puis ça marche, on ne se pose pas la question de savoir à quoi ça sert. Quand ça ne marche plus, on est obligé de se dire, mais à quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on prête de la musique, en fait? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on a des fonds musicaux? À quoi on sert vraiment? Et quand on s'interroge là-dessus, on refait un projet d'établissement, et donc ça permet de redévelopper des services qui sont adaptés à, en principe,
un but. Voilà. Et ce but, il n'était plus interrogé, parce que le CD, ça marchait très très bien. Et voilà, c'était d'abord énormément chronophage, ça revient beaucoup aussi dans les entretiens. C'était épuisant de trimballer du CD, de les mettre en rayon, et c'était extrêmement chronophage. On n'avait plus le temps de faire autre chose que de faire ce service-là. Voilà. Et le fait d'en être débarrassé, paradoxalement, ça rouvre des espaces possibles pour faire des choses qui sont perçues comme étant plus intéressantes que simplement être manutentionnaire de support de musique, quoi. Alors, ça investit aussi tous les discours que vous connaissez sur la médiathèque comme troisième lieu, espace culturel pluridisciplinaire, où on ouvre des perspectives pour proposer plein d'activités différentes. Alors, même si, j'y reviendrai, troisième lieu, bon, c'est un peu un concept un peu éculé maintenant. La question, c'est à quoi, encore une fois, à quoi on sert. Parce qu'on peut multiplier les services, si on ne sait pas à quoi ça sert, ça n'a pas grand sens. Donc, ce n'est pas tellement ça qui a interrogé les bibliothécaires, c'est vraiment ce qu'ils cherchaient à faire. Alors, cet investissement-là, il réclame, évidemment, vous le connaissez, et c'est le cas toujours, du temps. Les petits établissements par rapport aux gros, ils vont mettre en place beaucoup d'actions différentes, mais ils ne vont pas en faire beaucoup. Là où si vous êtes dans un établissement qui est plus gros, qui a plus de moyens, vous allez à la fois intensifier et diversifier les actions. Donc sur un petit territoire, on va avoir une tendance à diversifier, mais pas tellement à insister beaucoup sur le nombre d'événements qu'on va créer, etc. On va faire une sieste musicale dans l'année, ou dans le mois, là où dans d'autres, on va le faire de manière très régulière. Donc il y a à la fois diversification et parfois intensification. Donc ça, vous le retrouverez aussi dans cet établissement, avec un temps de travail qui est dédié aux activités musicales qui varie très très fortement. Donc les petites bibliothèques investies, elles consacrent beaucoup de temps quand même, et ça ressemble à ce qu'on va retrouver dans les établissements plus grands. Alors, les publics, les publics des bibliothèques, ceux qu'on a interrogés, répondent plutôt présents à ces nouvelles formes de propositions. Donc, 78% ont participé à des événements organisés par la bibliothèque, 48% suivent les conseils et recommandations de la bibliothèque quelles qu'elles soient. Bon, 31% écoutent les playlists ou 23% ont écouté des extraits musicaux. Donc finalement, c'est pas si mal. Ou ont partagé des événements avec leurs proches. Et ça, vous le retrouverez aussi un petit peu là-dessus. Donc on a à la fois des publics qui répondent présents et avec des usages qui vont se diversifier. Mais ça va être encore... une fois assez inégal selon le profil de ces usagers. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que ces actions qui sont faites en musique ? Finalement, elles reviennent à tenir compte de la spécificité de la musique et à essayer de capter l'attention et mettre les usagers en relation. Il y a beaucoup de discours justement sur cette bibliothèque troisième lieu comme étant une bibliothèque de rencontre. Il y a plein de lieux communs, un peu je ne sais pas si vous connaissez ça, le vivre ensemble, etc. C'est souvent pas le cas, parce que c'est pas parce qu'on fait venir des gens quelques jeunes pour jouer du jeu vidéo qui vont se mêler aux autres. Donc c'est plutôt souvent ce concept de bibliothèque troisième lieu, une accumulation de services que de choses qui sont perçues comme étant de la mise en relation réelle d'usagers différents. Et les tiers-lieux, très souvent, quand on regarde le modèle des tiers-lieux tels qu'on les imagine aux États-Unis, c'est souvent des lieux qui sont tout sauf très ouverts. Les tiers-lieux numériques qu'on voit à San Francisco, côte ouest, etc., c'est vraiment un entre-soi sociable très particulier. C'est pas tout le monde qui vient dans ces lieux-là, et c'est plutôt des gens très diplômés, très mobiles, etc. Bon. En matière musicale, c'est différent. Parce qu'en matière musicale, effectivement, vivre un concert, c'est être capté. Alors, sauf quand on s'ennuie. Si c'est vraiment un concert de musique classique, c'est pas notre truc, ça marche pas. Mais quand on est dans un concert, a priori, on est présent.
son attention, elle est complètement captée, comme quand on lit un vrai livre, finalement, un livre qui nous capte. Et on a une conscience de ne pas être seul. Ça, c'est un peu particulier quand même. Ce n'est pas le cas de la lecture, a priori. Une lecture commune, sauf quand il y a du conte, mais ça passe par la voix aussi. Donc c'est une expérience aussi sonore. Est-ce que c'est dans le cadre de la musique? Souvent, c'est les mêmes choses, d'ailleurs. Il y a bien une conscience relationnelle, là. Et c'est propre vraiment à la musique. Et les bibliothèques qui investissent très fortement la musique le font pour cette raison-là, en se disant, là, on a des publics qui sont vraiment là, et qui ont conscience d'être ensemble. Et c'est ça qu'on fait quand on cherche à musiquer. C'est d'autant plus vrai que beaucoup de médiateurs musicaux en bibliothèque sont aussi des musiciens. Des gens qui ont été formés à la musique, pas justement qui se sont formés à la médiation musicale en bibliothèque, mais dont c'est l'expérience. Ils sont musiciens, ils pratiquent, et c'est quelque chose qu'ils cherchent, en fait. Ou alors, on a beaucoup de professionnels qui sont passés par l'étape je suis organisateur d'un festival, je suis organisateur d'événements musicaux. Ça, c'est un trait qui est assez commun et qui fait que cette expérience, elle est d'abord partagée par les bibliothécaires eux-mêmes. Alors, c'est ce qui fait que dans tout l'éventail des actions musicales, ça va de est-ce que je transmets une information, est-ce que je crée une ambiance, ou est-ce que j'investis vraiment les modalités d'une écoute mobile, immobile, très, très partagée. Donc il y a ce que je vous ai dit entre le service minimum là, et le fait d'investir très très fortement une formation à la musique, une initiation à la pratique, on passe par des degrés d'investissement qui sont du plus simple et individualisé finalement à des choses qui sont de plus en plus communes et partagées. Voilà. Comment est-ce qu'on peut se donner les moyens d'investir une écoute mobile, immobile, dans les lieux, avec des gens qui vont faire une écoute en bibliothèque ou une écoute dans la ville, et donc qui vont transporter des usagers pour leur faire écouter l'ambiance de leur quartier, l'ambiance de leur ville, etc. Bon, des choses peut-être des pratiques que vous connaissez aussi. Donc il y a un graphique qui est absolument illisible, mais que vous prendrez le temps de le lire dans l'ouvrage, qui montre qu'en fait, les bibliothèques qui investissent l'initiation à la pratique, elles investissent plutôt des formes qui sont effectivement vers des dispositifs qui cherchent à mettre en commun un certain nombre de publics. Et encore une fois, les choses se superposent. Donc ceux qui investissent l'initiation à la pratique sont ceux aussi qui investissent tous les autres registres. Bon. Le prêt d'instruments, c'est ça qui nous a intéressé aussi, c'est soit des choses qu'on fait, soit des choses qu'on envisage de faire, et c'est quelque chose qui paraît peut-être moderne, mais c'est des choses qui ont été envisagées dès le départ, au moment où la musique est rentrée en bibliothèque. La discothèque de Paris, avant de disposer de disques, en fait, avant le support et la discomorphose, s'était posé la question de comment prêter la partition et comment prêter des instruments. Et finalement, est-ce que nos ouvriers, là, il ne faudrait pas plutôt les former directement à la musique? Alors le débat de la discothèque de Paris au départ, c'est est-ce que c'est à nous de le faire ou est-ce que c'est au conservatoire de le faire? Alors c'était facile pour la discothèque de se dire c'est à notre boulot de le faire, parce que le conservatoire de Paris, clairement, ça ne l'intéressait pas beaucoup de former les ouvriers. Donc il y avait des publics qui étaient très segmentés. Et donc on ne donnait pas aux écoles de musique les mêmes rôles que ceux qui sont donnés aujourd'hui, qui sont beaucoup plus diversifiés. Mais le prêt d'instruments a été envisagé, a été expérimenté très tôt. Et puis petit à petit, à partir du moment où les supports sont rentrés dans les collections et que ça a été facile de les prêter, eh ben, on a beaucoup investi dans des choses qui marchaient. Le prêt de vinyle, puis le prêt de supports très différents, et c'était plus très intéressant de prêter les instruments parce qu'on avait le sentiment que d'autres le faisaient et que la découverte de la pratique pouvait se faire dans d'autres espaces. Maintenant que ces questions-là et ces prêts diminuent, ça devient intéressant à nouveau de se reposer les questions initiales de est-ce qu'on forme à la pratique ou pas. Alors, quand je dis qu'on prête moins de supports, encore une fois, c'est pas vrai, parce que ça continue à bien fonctionner pour certains types de publics, ou dans certains lieux dans lesquels on a des pépites aussi. On a des vrais
vrai vinyle intéressant quand même. Là, ça nous aurait venu beaucoup. Il y a un moment, il y a des bibliothèques qui ont bradé leurs disques là, qui ont vendu leur vinyle, qui ont fait des bourses de disques, etc., qui ont vraiment le sentiment de se débarrasser de choses. Et puis il y a d'autres bibliothèques qui ne l'ont pas fait, en se disant ça, moi vivant, ces disques-là, ils partiront jamais. Bon. Et donc ils sont restés dans un placard et maintenant on les ressort en disant mais là, à Dole par exemple, là on a des interprétations qui sont rares, qu'on peut faire écouter, qui vont intéresser un public très particulier. Donc on va mettre en place des expos, on va valoriser ça aussi en matière de CD parce qu'on a des formes d'interprétation qu'on ne retrouve pas sur les plateformes ou qui sont plus compliquées à trouver. Donc ça dépend. Mais évidemment, c'est plutôt vrai des gros établissements que des petits, ce qu'on vous dit là. C'est-à-dire avoir une grosse collection à Lyon, bon, ben voilà, ils ont une collection de vinyles qui est hyper impressionnante et qui est vraiment... ils ont pu désherber en se séparant de tous les trucs pas intéressants, mais il leur reste vraiment un fonds très important, très riche d'interprétations qui sont très intéressantes, qui peuvent faire vivre. Là aussi, vous le retrouverez ça, mais voilà. Ça dépend de la formation des bibliothécaires. Alors là, vous verrez que ceux qui sont en noir, c'est ceux qui ont une expérience de la musique avant leur prise de poste. Maintenant, c'est rare de devenir bibliothécaire en ayant passé le concours de conservateur, de conservatrice tout de suite, ou de bibliothécaire. Souvent, on est obligé de faire autre chose. Et beaucoup ont travaillé dans la musique. Ils ont été musiciens ou ils ont été responsables de festivals. Ils sont intervenus de façon un peu différente. La formation à la musique, c'est le gris-vert là, qui est assez présente, et puis beaucoup de musiciens amateurs. Et vous verrez que dans les établissements dans lesquels on initie la pratique, sans surprise, 56% de ceux des établissements qui proposent une initiation à la pratique comptent un musicien ou une musicienne amateur ou amatrice dans son personnel. Donc la figure de « je suis rocker »,« je connais bien », l'environnement local. J'ai moi-même participé à la scène, je sais pas, bordelaise, nantaise, doloise, voilà, et je connais bien ces musiciens parce que j'en ai fait partie très très fortement avant de me ranger des voitures et de trouver ma place en bibliothèque. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important et qui traduit aussi des relations avec des partenaires. Donc effectivement, les écoles de musique, les conservatoires, ça c'est des choses qui sont investies parce que on est soi-même musicien ou on s'est formé à la musique et ces partenariats-là, ils sont très importants parmi ceux qui développent des actions. Donc ils ne le font pas seuls au sein de la lecture, avec une définition de la lecture publique, une définition des actions qui se feraient en médiathèque ou en bibliothèque, mais ça se fait avec le territoire, et donc l'importance de ces relations avec les conservatoires. Alors bon, c'est parce qu'on a le sentiment qu'on a un même public par moment, donc il y a ceux qui viennent emprunter des partitions ou des livres sur la musique, c'est les profs du conservatoire, qui ont certaines partitions, mais qui n'ont pas toutes les partitions et qui viennent en chercher certaines en bibliothèque, ou alors des bibliothécaires qui viennent aider le conservatoire à documenter bien et à classer correctement ces partitions, parce qu'ils ne savent pas faire. Donc voilà, là, on vous aide à faire ça, et puis à contrario, vous allez nous aider à organiser nos événements ou à prêter des instruments, etc. C'est ces formes de collaboration qui se font. Et c'est plutôt ces types de collaboration-là qu'avec des salles de concert ou des festivals. Ça existe aussi, mais il y a peu de relations avec les disquaires, précisément, ou les MJC dont on a parlé tout à l'heure. La figure la plus classique, c'est pas celle-là. Mais c'est le cas dans certains territoires. Alors, pourquoi on fait tout ça ? D'abord pour attirer des publics et changer l'image des bibliothèques et faire découvrir les collections. Ça, c'est le cas de la visée établissement. Ce qu'on cherche à faire, comme on le faisait avant, au moment où on prêtait du CD, c'est faire venir certains publics, et des publics dont on imagine qu'ils ne viendraient pas sinon. Les jeunes, typiquement. Ce n'est pas ceux qui répondent le mieux. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas les jeunes qu'on arrive à faire venir avec ces événements, parce qu'ils vont privilégier d'autres formes d'écoute musicale,
Et parce que de toute façon, les jeunes, ils n'ont pas envie de venir dans les institutions. Ils échappent à tout le monde, ils échappent au cinéma, ils échappent aux libraires. Bon, c'est un public qui est absent pendant un temps. Voilà, donc tous les efforts qu'on investit pour ces publics-là, si on en investit la moitié pour des publics qui sont plus faciles à faire venir, on aura plus de public qui vient. C'est une règle qui fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, mais ça veut dire qu'on arrive souvent à le faire avec des partenariats qui ne sont pas forcément ceux qu'on imagine. Et les partenariats institutionnels, ça ne marche pas non plus. Hein. C'est-à-dire que tant que vous restez dans un cadre institutionnel, c'est pas des choses qui motivent beaucoup les jeunes, mais typiquement avec certaines scènes musicales, bon, ça peut être le cas. La visée des publics, c'est aussi très, très important. Élargir les goûts, faire découvrir de nouvelles esthétiques, les artistes locaux. Il y a beaucoup d'efforts pour documenter la scène locale. Et c'est un peu ça aussi la plus-value des bibliothèques par rapport à d'autres acteurs, c'est de documenter. Voilà. Le propre des bibliothécaires qu'on a vu, c'est de se dire, non mais nous, on n'est pas là juste pour organiser des choses. Si on organise des choses, on veut le documenter. Et notre ambition, c'est de documenter la scène locale, par exemple. Donc c'est bien de faire venir des artistes locaux, mais ce qu'on veut, c'est pouvoir dire, les classer et dire, voilà, notre production musicale, quelle elle est, comment est-ce qu'on peut garder la trace aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Mais il y a toujours cette visée de se dire, notre public, il n'a pas des goûts assez larges. Ils n'écoutent pas assez de choses différentes, pas les bonnes. Donc ça reste important. La visée sociale, c'est ce qui est en lien avec le territoire aussi. C'est la conviction que la musique, ça fait vivre ensemble. Et ça fait vraiment vivre ensemble. C'est-à-dire, surtout sur des territoires dont on se dit qu'ils sont fragiles, précaires, etc. Et donc là, c'est la visée qui est de plus en plus investie par les bibliothécaires aussi, qui est une visée de cohésion territoriale, des choses sur lesquelles on vous renvoie aussi hein, très souvent. Hein. On dit, bah là, ce quartier, ça ne va pas du tout, on a besoin d'une bibliothèque là-dessus. Donc là, il y a la conviction que la musique, c'est effectivement des moments où on peut faire se réunir des gens qui sinon ne se côtoieraient pas, ne se parleraient pas, ne seraient pas bien ensemble. Alors, c'est une visée qui est intéressante, mais qui est compliquée, et qui se fait pas toujours avec les mêmes acteurs, quoi. Donc là, ça suppose que c'est plus l'école de musique, mais c'est des travailleurs sociaux qu'on fasse venir, avec qui on ait des partenariats, ça arrive, hein, mais c'est compliqué. Je m'empresse de vous dire que c'est compliqué aussi, parce que ça veut dire qu'on fait reposer sur la bibliothèque le fait de remettre de la cohésion sociale, alors que l'économie ne s'en charge pas, et que les visées éducatives paraissent plus aussi importantes qu'avant. Hein. Là, c'est pas du tout dans l'ambiance des municipales à venir. Là, je pense qu'on parlera beaucoup moins d'éducation que d'économie, ou que d'insécurité, ou que d'immigration, que vraiment de visée éducative. Et après, on met des bibliothèques, puis après, elles brûlent, et on ne comprend pas pourquoi. Il y a des sociologues qui ont travaillé sur pourquoi brûle-t-on des bibliothèques. Vous verrez que c'est intéressant. C'est parce que ça représente l'écrit, toute une culture dont on est, pour certains, complètement exclu. Et donc, quand on arrive trop tard, même si c'est par la musique, ça reste très très compliqué. La dernière visée, évidemment, c'est une visée qui est purement culturelle. Donc là, ce n'est pas tellement du côté des publics, c'est de se dire, OK, c'est notre travail de suivre l'actualité musicale, de la partager et de faire découvrir le patrimoine musical local ou national et international. D'autres visées, c'est l'élévation scientifique et culturelle de la nation. Ben, ça passe aussi par la musique. Le fait qu'on soit au courant et qu'on soit les meilleurs en matière musicale. Donc c'est une visée qui est aussi présente, mais vous voyez, 45%. Alors, vous voyez que ça prend place dans des changements globaux hein, sur la perception de la transformation économique de l'écosystème musical, de l'industrie musicale, des plateformes. Donc tout ça, ça impacte le fonctionnement, mais moins finalement que des choses qui impactent concrètement la vie des bibliothèques, leur organisation, la métropolisation, la réforme territoriale, etc. Donc, ceux et celles qui font vivre la musique en bibliothèque aujourd'hui, celles qui la font musiquer, favorisent une expérience de la conscience de soi par rapport à des choses, des choses qu'on consomme, certes au quotidien, mais dans une logique de flux, et qui invite vraiment à rentrer en relation avec les autres au moment de l'écoute en bibliothèque. Je vous ai dit que les Français, ils écoutaient de la musique au quotidien, mais la transformation entre les années 70
Et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on écoute de la musique en voiture, dans les transports en commun. On n'écoute plus de la musique. C'est un fond, c'est un flux continu. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un concert et d'écouter vraiment la musique avec d'autres. Donc il y a ce caractère un peu événementiel par rapport à une logique de flux qui n'est pas propre au numérique. C'est que la radio, d'autres formes ont installé ces écoutes de manière plus distante, là, moins concentrée. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça marche, le numérique, et que cette musique en continu existe. C'est parce que les formes de pratique musicale ont été à la fois plus présentes et moins présentes. Voilà, qu'auparavant, au moment où on n'avait que quelques moments d'écoute bien ciblés. Voilà. Et ceux qui l'investissent, finalement, réinvestissent cette musique comme étant vraiment un moment, un événement, une expérience d'écoute. Voilà. Alors, pour autant, je vous l'ai dit, tous les problèmes que vous connaissez, on les retrouve dans l'enquête. Bon, il y a des tensions, tout n'est pas rose, parce qu'on a des collections qu'on doit gérer en se demandant si c'est encore la peine d'acheter des documents sonores ou pas. Est-ce qu'on consacre encore de l'espace à ça ou pas? Et donc il y a des établissements dans lesquels c'est facile et d'autres non, parce qu'on dit alors la musique c'est fini, donc l'espace musical on ferme, de toute façon il n'y a plus personne, boum. Donc voilà. C'est aussi moins facile parce que la légitimité professionnelle des bibliothécaires musicaux, elle est moins centrée du côté des documents et de la gestion documentaire que de la médiation et de l'animation. Et donc, vous le savez comme moi, mais être du côté de la médiation et de l'animation culturelle, c'est moins légitime dans vos métiers que du côté du document, du livre, vraiment du support, quoi. Et le support musical est perçu encore aujourd'hui comme étant moins légitime que d'autres formes de support plus classiques. Donc cette légitimité professionnelle, elle est toujours à faire. Elle n'a pas été facile pour les bibliothécaires musicaux, mais elle est moins facile. Et tant qu'on est du côté de l'animation culturelle, c'est plutôt des femmes en plus. Donc là, on voit des choses qui se rejouent aussi du côté de les jeunes, les enfants, etc. C'est les femmes qui vont s'y coller. Et puis les plus légitimes vont être sur d'autres formes de médiation. Bon, je vous l'ai dit, la musicalisation du quotidien des Français, pour ceux qui sont un peu distants, là, pour les élus ou autres, on se dit, voilà, il n'y a pas besoin de faire écouter de la musique, c'est bon. Moi, je vois bien mes jeunes, ils écoutent de la musique tout le temps, je ne vois pas pourquoi ils iraient en bibliothèque le faire. Je pense que vous avez eu ces remarques des élus là, c'est assez classique. Donc, à l'ère du smartphone, à quoi servirait une bibliothèque pour le faire? Bon. Voilà, alors là encore, tenir compte du fait que la musique, c'est ce qu'on appelle des biens d'expérience plutôt que des biens de consommation, ça invite à investir des formes qui sont un peu différentes. Je vais y revenir à la fin. Voilà. C'est tous ces problèmes-là, toutes ces questions de la place de la musique, c'est d'autant plus vrai que l'écoute musicale en bibliothèque, elle n'a jamais été vraiment investie et définie. Il y a eu plein d'expérimentations qui ont été faites, qui n'arrivent pas à convaincre la plupart des usagers, ou alors qui réussissent à convaincre toujours les plus experts. Bon, alors je vais encore me montrer caricatural, mais quand vous avez des gens qui écoutent de la musique en bibliothèque, avec un casque et tout ça, par exemple à Lyon, ça va être toujours les hommes d'une quarantaine d'années, qui se connaissent déjà à mort en musique, avec qui on peut discuter, c'est super, c'est des geeks musicaux. Ils sont très bien, mais ils ne sont pas très nombreux, et de moins en moins nombreux. Donc c'est ceux qui vous tenaient le crachoir quand vous prêtiez des CD, là. Ils sont toujours là, mais ce n'est pas ceux que vous voulez avoir, en fait. Ce n'est pas ceux dont on se dit c'est le plus urgent de les former. Et toutes les expérimentations qui ont été faites sur la musique libre en bibliothèque, etc., elles ont fini par s'arrêter, parce qu'elles n'ont pas forcément trouvé leur public, et parce qu'en fait, il n'y a pas eu de réflexion professionnelle sur qu'est-ce que c'est qu'écouter de la musique en bibliothèque. Finalement, quand on propose un casque et tout ça, c'est pareil qu'à la FNAC, en fait. Et c'est pas très différent. Et c'est quoi cette écoute-là en bibliothèque? Qu'est-ce qu'on propose? Quand on le fait avec des showcases, etc., là, et qu'on organise des événements, des écoutes sonores et tout ça, c'est un peu différent. Mais c'est pas en salle. Voilà. L'écoute au milieu de la salle, elle n'a jamais été vraiment définie comme étant spécifique. Voilà.
Alors que la lecture en bibliothèque, on voit à peu près ce que c'est, on se dit, ben voilà, les gens choisissent tout ça. Là, ça n'a pas marché. En tout cas, ça n'a jamais fait l'objet d'un investissement très très grand. Bon. Et encore une fois, ça a été même, à certains moments très controversé. Hein. Quand ça marchait, c'était pas OK. Voilà. À la BPI, voilà, tous ces jeunes là qui sont assis en vrac en train d'écouter de la musique qui ne devrait pas être là. Bon, donc ça n'a jamais été facile. Alors, et donc je vais finir là-dessus, quelques pistes. Les bibliothèques qui sont les plus investies, elles sont des bibliothèques qui évitent un peu la fragmentation des politiques culturelles locales et qui se mettent d'accord avec d'autres acteurs pour chercher à coopérer avec les écoles de musique, avec les conservatoires, avec les acteurs associatifs. Donc, en fait, qui prennent place dans l'écosystème global et qui cherchent à inscrire la médiathèque dans un réseau d'acteurs culturels territoriaux. Alors, la réponse, c'est pas quelque chose qu'on fait au sein de son établissement tout seul. Et donc, on fait ce que les bibliothécaires ont longtemps fait, mais qu'ils ont arrêté de faire à un certain moment quand ils se sont spécialisés, c'est qu'on sort des murs, en fait. On sort des murs et on a des actions hors bibliothèque. Ou, quand on a des actions en bibliothèque, c'est avec d'autres, en fait. Avec d'autres qui ne sont pas des bibliothécaires. Ça paraît évident, mais pour certains, ça ne l'est pas. Hein. C'est la bibliothèque, le service, c'est nos services, c'est nous qui les faisons, tout seul, parce qu'on est des bibliothécaires, et on n'a rien à voir avec les autres. Bon, là, c'est pas comme ça que c'est investi, pour renforcer aussi la circulation des artistes locaux, des dispositifs et des savoirs entre les institutions. Il y a, je vous l'ai dit, un investissement très grand de beaucoup de vos collègues sur la connaissance de la production musicale actuelle ou passée et des efforts très forts pour documenter cette scène locale. En se disant, pour, je sais pas, les bibliothécaires musicaux de Bordeaux, par exemple, ils forment des playlists, ils documentent beaucoup la scène locale, et c'est eux qui le font. Ils ne le délèguent pas à leurs partenaires qui animent des scènes musicales, en se disant, mais si on les laisse faire, ils ne vont pas le faire correctement. On ne peut pas leur confier ça, ce n'est pas des bibliothécaires, ils vont tout saloper. Notre site, il est bien rangé, et on peut tout documenter, on en garde la mémoire. Voilà. Ça, c'est un truc qui est assez particulier aussi, mais qui est investi sur la scène locale. C'est vrai aussi à Dole, on sait tout sur le rock de franc-comtois, etc. Le Jura, et voilà, il y a des artistes qui sont très connus, mais ce n'est pas les seuls. Et donc là, ils ont une connaissance très très forte et cumulative de cette scène locale. Voilà, donc ça encourage la mutualisation des moyens techniques aussi, parce qu'on n'a pas toujours le matériel d'écoute, on n'a pas toujours des espaces scéniques qui permettent d'écouter de la musique dans de bonnes conditions, on n'est pas formé pour le faire, donc on a besoin des techniciens qui savent faire et qui viendraient d'autres institutions. Ensuite, ce qui était très marquant, c'est d'adosser ça à un projet d'établissement. Les bibliothèques qui musiquent le plus ont toutes réfléchi à la place de la musique dans leur projet d'établissement, déjà. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Et ensuite, on définit des objectifs clairs en termes de médiation, d'inclusion, de formation des publics, de soutien aux pratiques amateurs. Donc il y a des objectifs qui répondent à des enjeux, qui sont définis à l'échelle aussi du territoire. Et donc ça suppose qu'après, à partir du moment où on a adossé les actions à des objectifs clairs, on peut y mettre des moyens adaptés en termes de temps, de budget et de formation. Et ça suppose aussi de les évaluer. Donc là, je renvoie à d'autres travaux qu'on a fait avec Pierre Lequéot sur la mesure d'impact. Ceux qui font vivre le plus durablement la musique sont aussi ceux qui évaluent leurs actions et qui ne se contentent pas de dire on le fait, donc ça marche. C'est si on le fait, qui vient, éventuellement quelle est la satisfaction de ces publics-là, mais est-ce qu'on s'assure de bien faire ce qu'on dit et de ne pas être dans un discours purement performatif de voilà, ça marche. On vit ensemble parce qu'on fait de la musique. Si c'est que des cadres qui viennent tous du même endroit, du même quartier, c'est pas vraiment du vivre ensemble. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Alors, donc du coup, comment est-ce qu'on fait transformer ça ? Et ça suppose de changer de partenariat, de repenser son action. Ça suppose quand même d'être dans quelque chose qui est un petit peu
qui est un peu partagé, et d'autant plus que c'est souvent perçu de manière transversale entre la musique, le livre, l'image et le numérique. Donc typiquement, on va faire des expositions, on va mettre du livre sur la musique, des partitions, des instruments, etc. Et ça ne concerne pas qu'un seul secteur de la bibliothèque, mais plutôt quelque chose qui est conçu de manière transversale. Voilà, donc ces formes d'être ensemble, c'est des choses qui dépassent l'idée d'un troisième lieu, je vous l'ai dit, mais quelque chose qui investit vraiment des formes hybrides d'écoute et de participation, avec des formes d'écoute partagée, des playlists collaboratives, des concerts qui peuvent être plus intimes que dans des lieux qui sont plus intimidants ou plus gros, avec parfois des dispositifs d'écoute mobile, et des choses qui valorisent la rencontre entre les publics et les professionnels, avec des ateliers intergénérationnels, la participation d'amateurs et de professionnels qu'on fait se rencontrer, etc. Donc ça, c'est vraiment ces formes d'expérimentation-là qui sont très présentes dans les publics qui sont les plus investis, dans les bibliothèques qui sont les plus investis. Voilà. Finalement, la médiathèque, ça devient un espace d'expérimentation sonore et social en même temps. Donc ce n'est pas des grands services qu'on va développer avec 5 ans, 10 ans, mais des choses qu'on teste en fait, et avant de les inscrire durablement. Là, on est plutôt dans une période d'intense expérimentation que dans le déploiement de services qui soient très clairs et très structurés, comme le prêt de CD ou le prêt de vinyle, etc., avec des manières de faire qui soient très lisibles. Là, en ce moment, c'est plutôt des équipes qui acceptent d'expérimenter, quitte à revoir leur copie plus tard. Voilà. C'est aussi d'explorer les dimensions sensibles de l'écoute, entre silence, attention et partage d'émotions. Et ça vient plutôt contredire l'idée de tiers-lieu par accumulation, en fait, parce que les bibliothèques qu'on a rencontrées sont des bibliothèques qui finalement ont investi la musique en opposition avec une autre de leurs caractéristiques, qui est le silence. Et une profession qui a longtemps tourné le dos au silence. On a souvent dit non, mais on n'est pas que ceux qui disent chut et tout ça, on est bien autre chose et tout ça. Et pourtant, une des qualités reconnues d'une bibliothèque, c'est le calme. En 2025, être dans un endroit calme, ça n'a pas de prix. Un endroit dans lequel on n'a pas de notification, dans lequel on n'est pas dérangé, dans lequel on n'est pas stimulé en permanence. Aujourd'hui, vous allez dans un musée, on va vous stimuler, on va vous faire vivre une expérience. Une bibliothèque, c'est aussi un endroit, a priori, calme. Et quand on est calme, il y a une qualité particulière de silence qu'on a tous connu en bibliothèque quand même aussi, et auquel vous socialisez bien vos lecteurs. Le fait de se dire, c'est un calme qui n'est pas tout à fait le silence. C'est un silence un peu particulier quand même, une ambiance de travail, et puis des salles qui ont des qualités de silence qui ne sont pas toutes les mêmes. Ça, c'est vraiment de l'écoute. Et finalement, proposer des formes d'écoute musicale, c'est aussi rendre sensible à ces qualités différentes d'écoute. Et ça replace vraiment la bibliothèque au cœur de tout son gradient d'action entre des formes très concentrées, très silencieuses, et des choses qui vont être très bruyantes et partagées, en fait. Et pas vraiment bruyantes, d'ailleurs, mais vraiment des choses organisées, avec un partage d'émotions qui n'est pas du même ordre aussi. Ça peut être très intime. Et c'est pour ça qu'il y a, dans ce continuum-là, c'est pas très différent la lecture d'un conte, pour des enfants, et une sieste musicale, une balade sonore ou un concert, finalement, c'est des choses où on travaille cette concentration et cette capacité à capter des publics de manière un peu singulière à chaque fois. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé globalement. Voilà, j'étais, je pense, un peu long, mais je répondrai à vos questions maintenant. Et vous pouvez nous écrire à Pierre ou moi, et on vous répondra aussi si vous voulez plus d'infos. Merci beaucoup, Olivier. C'était dense, c'est bon. Du temps qu'à venir. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Des sujets sur lesquels vous souhaitez rebondir, Martine? Une question qui rejoint la question de tout à l'heure de Bénédicte par rapport au MJC, Oui. et puis au tiers-lieu. Oui. Est-ce qu'à votre avis, les tiers-lieux sont en train de remplacer, sous une forme ou une autre, les maisons des jeunes de culture des années 60 ?
Alors souvent, il y a tout un discours un peu inflationniste là sur les tiers-lieux, qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu, etc. Normalement, un tiers-lieu, c'est un endroit, tel que le définirait Eldon-de-Bourg, entre le travail et la maison, avec des lieux d'espace sociable et des lieux, en principe, comme un bar, etc., où on fréquente des gens qu'on ne fréquenterait pas normalement. Voilà. On fréquente des gens qui ne sont pas dans notre milieu professionnel, ni domestique, etc. Est-ce qu'une MJC, c'est encore un tiers-lieu? C'est pas sûr, parce que les MJC sont souvent adressés à des publics qui vont être populaires, ou du même quartier, ou des jeunes. Et souvent, on a des actions qui sont très catégorielles, d'ailleurs. Donc, je ne suis pas sûr que la plupart des MJC soient encore des tiers-lieux. Pas de leur faute, hein, pas du fait de ces éducateurs-là, mais parce qu'on vit dans des quartiers, elles sont souvent dans des quartiers qui sont déjà très ségrégés, etc. Et que la qualité du vivre ensemble, on le dit beaucoup, mais enfin, on n'a pas beaucoup envie de vivre ensemble. Hein. C'est pas quelque chose qu'on retrouve très fortement. La carte scolaire, c'est quelque chose qu'on retrouve très fortement. C'est très ségrégué. Et donc, quand on est des médiateurs culturels, nos propres enfants ne sont pas toujours dans les écoles les plus mixtes socialement. Donc, c'est des choses qui sont compliquées, mais qui ne sont pas investies. Enfin, je veux dire, qui ne sont pas investies même politiquement. Et donc, ça peut être investi par les médiateurs culturels qui ont envie de le faire, mais ça reste compliqué. Voilà. Et objectivement, quels sont les événements qui font venir des gens très différents? La musique en fait sans doute partie, ouais. En tout cas quand c'est bien vécu, mais ce caractère un peu ouvert de nos sociabilités est pas si fréquent que ça. Je donne un exemple tout bête, mais si vous faites du covoiturage, là, vous voyez ce que ça veut dire du vivre ensemble. C'est un des rares moments où on peut voyager pendant 1 à 2 heures avec quelqu'un qui n'est pas du tout de son milieu social. On est plutôt âgé, on parle à des jeunes qu'on n'aurait jamais rencontrés. Bon, là, il se passe des choses, mais c'est rare. Enfin, je veux dire, c'est rare parce qu'on on est dans des moments qui sont de plus en plus ségrégés socialement. Alors, est-ce que c'est la place de la bibliothèque? Oui, mais est-ce qu'il suffit de le dire pour que ça soit le cas? Pas vraiment. Voilà, pas vraiment, mais encore une fois, vous êtes sans doute parmi les institutions culturelles qui sont les moins ségrégées socialement. Voilà. Ça aussi, je veux dire, c'est aussi une réussite de la lecture publique, où on a des publics qui sont quand même plus ouverts socialement que d'autres, y compris dans des lieux dans des moments qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense le plus, mais le fait d'avoir des jeunes qui travaillent en bibliothèque, souvent ces jeunes sont issus de milieux sociaux très différents. Ils sont quand même ensemble. Voilà. Bon. Mais ce n'est pas forcément investi comme tel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière les grands discours en fait, du vivre ensemble et des tiers-lieux, qu'en font des caisses, etc., souvent vous avez des dispositifs qui peuvent fonctionner comme ça, mais qui ne sont pas investis comme tels. Pour moi, c'est un peu ça la question. C'est est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses que vous faites qui tiennent vraiment de la rencontre sociale et du tiers-lieu? Ok, donc il faut le mesurer, il faut l'évaluer et il faut l'organiser.